Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où on prend la même histoire et on recommence, comme dans Hunger Games. Salut, moi c'est Anaïs et quand je débarque sur le dance floor, moi aussi on me surnomme la fille en feu. Et moi, quand je débarque sur le dance floor, on me surnomme la fille du boulanger. C'est Anaïs qui vient de me souffler ce lancement. Donc je te Ce lancement de qualité un peu médiocre, mais bon. C'est ça, je n'étais pas prête. C'est la chaleur estivale, on est fatigué. Exactement, on veut pas que, mais c'est aussi la chaleur estivale. Après avoir plongé dans l'univers de Panem avec le premier volet de Hunger Games, on se retrouve cette semaine pour le second chapitre, Hunger Games, l'embrasement, sorti en 2013 et réalisé par Francis Lawrence. Qui n'a aucun lien avec Jennifer Lawrence, du coup. Non, visiblement pas. Si ce n'est ce film qui a été un énorme succès et qui a dû leur faire tous les deux pas mal d'argent. C'est clair, leur acheter au moins une troisième maison. Exactement. Bon, Francis Lawrence, peut-être une première, mais... C'est clair. Un plus gros mobil-homme. C'est un film qui a un gros défaut, disons-le tout de suite. Ça dure combien de temps ce film? C'est déjà chiant. 2h25, wow. putain. C'est pas nécessaire. Non. C'est vraiment pas nécessaire. C'est pas nécessaire, c'est vrai, mais on s'amuse quand même bien. Ça se laisse regarder, hein, ouais, franchement. C'est ça. Et contrairement à ce film, nous, on sait faire court. Évidemment. C'est ça, on est vraiment connus pour ça. C'est ça. Mais cette fois-ci, on va aller droit au but, puisque Anaïs, tu as le dance floor, justement. Merci. Tu peux nous résumer ce volet en 30 secondes, s'il te plaît. Katniss et Peeta ont gagné les Hunger Games et ils sont de retour chez eux, mais maintenant ils sont beaucoup plus riches. Katniss a une crise de syndrome de stress post-traumatique en chassant des dindes. Et j'aurais pareil. C'est clair. Ça me rappellerait le collège. Et donc ça va déjà pas très bien. En plus, l'autre, là, Liam, il est jaloux parce qu'elle a fait semblant qu'elle était amoureuse de Peeta, mais a-t-elle vraiment fait semblant? On ne sait pas trop. Et il se trouve qu'ils doivent partir... Peeta est pas content non plus. Peeta est pas content non plus puisqu'il sait qu'elle a un peu fait semblant, mais il espère qu'elle a pas trop fait semblant. Ils partent en tournée pour faire la promotion de l'autoritarisme et ça se passe pas très bien. Il y a des gens qui commencent à se rebeller parce qu'ils ont été inspirés par Katniss. Et donc, le régime autoritaire devient de plus en plus violent à l'encontre des habitants. Et pour calmer cette violence, ils ont une super idée qui est juste de faire encore plus des Hunger Games, encore plus Hunger et encore plus Games. Et donc, c'est un peu une version All Stars des Hunger Games où ils font revenir des anciens gagnants pour les faire s'affronter entre eux en espérant que ça va être tellement énorme que ça va distraire et détourner l'attention des habitants de Panem de toute la violence qui est en train de gronder au sein des districts. Que ça va les distraire et que ça va aussi... leur faire peur. Voilà. Et leur faire comprendre que personne n'est safe. Espoir, quoi. Ouais, aussi. Parce que les personnages emblématiques de leur district vont être tués sous leurs yeux. C'est une stratégie très conne, mais... Ouais, c'est pas très logique, on en parlera. Mais oui, enfin, je sais pas si ça se défend, mais en tout cas, ce film le défend. Voilà. C'est ça. Et donc, ils sont cette fois-ci dans un Hunger Games Koh-Lanta, sur une île. Exactement. Oui. À la plage. Exactement. Est-ce que tu as des questions? J'en ai une que j'avais déjà pour le premier, c'est est-ce qu'il y a une EFI pour chaque district en fait? Oui. Ok. J'ai failli relire le livre là, mais j'ai pas eu le temps honnêtement. C'est l'histoire de ma vie. Mais je l'ai en PDF sur mon téléphone et j'essaie de le lire à chaque fois que je fais une tétée. Mais du coup, il faudrait que je relise pour savoir. Mais oui. Le principe, c'est qu'en fait, il y a une accompagnatrice en gros qui vient pour le tirage au sort et qui accompagne les candidats de chaque district. Ok, c'est tout. C'est ta seule question. D'accord. Il faut croire que ce film répond à toutes tes questions. Exactement. En 2h40, il avait intérêt, quoi. Ouais, il avait le temps. Je crois que dans l'ensemble, tu as bien aimé ce nouveau volet. On va entendre certaines de tes réactions et puis après, tu pourras nous faire un petit feedback. Oui. Trop de suspense. Waouh. Il est trop mieux, ce film. Ouais, il est mieux un peu. Et ouais. Eh ben dis donc, ça va vite. J'adore. Ouais, c'est clair. J'adore. C'est rigolo. So much vraiment. Trop de rebondissements. J'adore. Il y a trop de plot twists. Bon, t'en as pensé quoi? Bah, tout est dit, c'est vachement trop mieux. Non, c'est vraiment bien mieux que le premier. Ils sont passés de 78 millions de dollars de budget à presque 140 millions de dollars de budget. Donc, ils ont quasiment doublé. Et je trouve que ça se sent quand même. Les décors sont mieux, les images de synthèse sont mieux, les costumes, les maquillages.
La musique est toujours aussi bien et l'écriture est vraiment meilleure, je trouve. En fait, tous les défauts qu'on avait relevés dans le premier sur le fait qu'il manquait beaucoup d'autres personnages qui soient approfondis à part les deux centraux, là, ça a été réglé et j'ai vu qu'en fait, ça avait été écrit par plusieurs scénaristes oscarisés. Le premier, c'était Simon Beaufoy, qui était le scénariste de Slumdog Millionnaire, 127 heures et Everest, qui est un chef-d'œuvre. En gros, lui, il a écrit la première version quand c'était encore le réalisateur du premier qui devait faire ce film-là. Ouais. Et quand le réalisateur du premier s'est désisté, lui aussi est parti. Et ils ont embauché un deuxième scénariste. Et ce deuxième scénariste, c'est Michael Arndt, qui était le scénariste de Little Miss Sunshine, Toy Story 3 et Le Réveil de la Force. Donc, c'est plutôt des bons scénaristes. Et je crois qu'en dernier recours, genre juste avant le tournage, ils ont même fait venir un autre script doctor. Donc, pour vraiment faire des petits changements en soum-soum à la dernière minute. Et ce script doctor, c'était Scott Frank, qui est aussi un incroyable scénariste qui a fait Hors d'atteinte de Soderbergh et qui a aussi fait les séries Le Jeu de la Dame, Godland et Department Q qui est sur Netflix à l'heure actuelle, qui est vraiment un excellent scénariste et ça se sent vraiment. Enfin, je trouve que les dialogues sont plus vivants, l'humour est mieux dosé. En fait, je trouve que tout est mieux dosé, que ce soit l'image, la réalisation. Donc j'ai vraiment kiffé. Trop bien. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le film s'ouvre par la tournée des Victorieux. C'est un peu comme la tournée Miss France après le concours, quoi. Sauf que c'est une tournée beaucoup plus badante. Ouais, eux, ils sont juste dans un train, quoi. Ils ne vont pas dans des hôtels 5 étoiles partout dans le monde. Le train est bien, mais bon. Ils sont dans le meilleur train qui soit. J'allais préciser que j'étais trop contente d'avoir retrouvé ce train. C'est vrai que le train est bien. Et je sais pas, mais à mon avis, Miss France, ça reste pas dans des... Parce que, tu sais, ils sont sponsorisés par Saint-Algue. Donc, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas non plus... à mon avis, elle est dans des Ibis, quoi. Oh, je suis pas sûre. Moi, je pense qu'elle a des bons hôtels. Bon. Si vous êtes Miss France, appelez-nous, racontez-nous comment ça se passe. Mais je pense que ce train est plus luxueux que les chambres Miss France pendant... Enfin, quand Miss France, ça va faire l'ouverture d'un salon du cochon ou des trucs comme ça dans le sud-ouest de la France. Après, personne se fait fusiller sous ses yeux. C'est vrai. Mais c'est ça la différence avec Hunger Games. Eh bien oui, puisqu'il y a des gens qui se font fusiller sous les yeux de Katniss. En fait, cette petite tournée, ça nous permet de découvrir un peu les autres districts qui ont chacun un peu leur... Leur somme à eux, quoi. Ouais, leur somme et puis un peu leur petit truc. C'est-à-dire, il y en a un, c'est l'agriculture, l'autre, c'est la pêche. Mais ils sont tous un peu pas contents. Sauf les districts 1 et 2 qui sont un peu plus proches du... Ouais, un peu plus contents. Ils sont plus proches du capital. On est venu avec notre éloquence aujourd'hui. C'est ça. J'ai très peu dormi la nuit dernière. Voilà. Mais du coup, ils sont pas contents et ils se rebellent. Non oui. Mais voilà. Et c'est très bien en vrai. C'est la séquence, enfin la première séquence où on voit ça, où Katniss et Peeta font un discours qui est censé être plutôt consensuel. Et en fait, Peeta lâche le discours qu'on lui avait écrit pour annoncer que leur argent, ils vont le redistribuer aux familles des gens qui sont morts pendant les Hunger Games. Aux familles des deux, parce qu'ils sont dans le district de Roux, en fait, la petite qui avait été tuée. Donc c'est aux familles des deux tribus du district. Et c'est assez stylé quand Peeta annonce ça. De ouf. For myself, for Katniss, we know that without Rue and without Thresh, we wouldn't be standing here today. So in recognition of that, knowing that it in no way can make up for your loss, we'd like to donate 1 month of our winnings to the families of the tributes every year for the rest of our lives. Et ensuite, Jennifer Lawrence, Katniss, rend hommage à Rue et forcément, ça émeut beaucoup la foule. Il y en a un qui fait le petit bisou-doigt et qui siffle. Et c'est un peu le symbole de la rébellion. Et du coup, après, ils se mettent tous à faire un bisou-doigt. Et là, évidemment, les Stormtroopers débarquent pour récupérer le vieux monsieur et ils le fusillent. Et c'est horrible. Mais c'est aussi un moment qui est très, très fort et que j'ai trouvé, moi, beaucoup plus efficace que les moments de semi-rébellion qu'on voyait dans le 1. Oui, carrément. De toute façon, en vrai, dans le 1, il n'y avait pas vraiment de moment de rébellion encore. Ouais. Enfin, la rébellion n'avait pas commencé. Donc, c'est vrai que ça établit tout de suite la tension de ce film. Trop bien. C'est la révolution. Non, Bah ouais, grosse naze. T'as pas compris qu'il allait se faire tabasser. Ça a très bien marché sur moi. La musique est vraiment très très bien à ce moment-là en plus. Ça la musique de ce film est vraiment super. Ouais. Très vite, tu as prédit qu'il y aura de nouveaux jeux. Tu es très forte. Ouais, pour une fois, que j'arrive à bien prédire les choses. C'est vrai. Et du coup, il va y avoir des nouveaux jeux pendant le film auxquels eux, ils jouent pas. Ah bah oui. Je te dis rien. Je suis pas une spoileuse.
Alors, j'aimerais corriger cette affirmation parce que tu m'as quand même spoilé plein de choses dans ce film. C'est vrai. Y compris la fin. Oh non, on va arrêter. Justice pour moi. Au moment où c'était en train de se finir, j'ai dit, c'est marrant, ça se finit comme Twilight avant qu'elle... Oui, et moi, j'avais pas compris que c'était la dernière scène. Non, et mais... donc, j'aurais pu avoir une réaction et dire « Ah, c'est comme ça que ça se finit », mais non, parce que j'ai découvert à ce moment-là. Mais en fait, c'est parce que tu as un enthousiasme que tu as du mal à contenir et c'est admirable. Et donc souvent, avant que les choses se produisent, tu les commentes parce que voilà, ça suscite chez toi des souvenirs. Un enthousiasme ou une vivacité. Tout à fait, voilà. C'est ça. Et donc, parfois, tu prends les devants. Ta bouche s'active avant... Mais désolée de penser que t'es rapide aussi, en fait. C'est vrai. Voilà. Et je ne le suis pas. S'il y a quelque chose qu'on a établi en plusieurs années de podcast, c'est que je suis pas très rapide. Mais tu as quand même été très rapide pour celui-là, parce que tu as non seulement prédit qu'il y aurait des nouveaux jeux, mais tu as prédit le concept de ces nouveaux jeux. Bah, c'est grâce à Drag Race. Hein. Bah oui. I agree she should die, but in the right way. At the right time. Ils vont les refaire un jeu. Ils vont faire un All Stars. Et ils vont les mettre dedans. Ça, ce serait bien. J'espère que c'est ça. Tu t'en souviens vraiment? Non. Non, je me souviens. Start your engines. J'étais à fond. Je me suis dit, ça faisait vraiment longtemps que je regardais plus Drag Race et qu'il fallait que je m'y remette. Ça m'a donné envie, en fait, Hunger Games. C'est bien. Peut-être que Hunger Games est inspiré de Drag Race. Drag Race, si je ne m'abuse, je crois que ça a commencé vers 2008, fin des années 2000, début des années 2010. Et la popularité a vraiment gagné avec la saison 3-4. Donc, on était clairement à une période qui coïncidait. Et l'extravagance des costumes de Hunger Games rappelle forcément celle des costumes de Drag Race. Oui, carrément. Ça, c'est sûr. Bon, le risque quand même de refaire des jeux, je me souviens que ça avait été un peu la critique quand le deuxième livre était sorti, ou je sais pas si c'était ma critique interne quand j'avais lu le deuxième livre, mais en tout cas, moi j'avais peur que ça se répète. Et toi-même, tu as souligné, par exemple, il y a le moment où il défile devant la foule à Panem, où elle a à nouveau une robe qui prend feu. Et la seule différence, c'est que là, c'est de jour alors que c'était de nuit dans le premier. Let me guess, ça va s'enflammer. You became everyone's brother and sister. I don't know how we're going to let you go. Faut changer de tricks un peu. Hein. Faudrait qu'elle ait une robe qui pleuve. Mais tu t'es vite rendu compte qu'il y avait quand même des choses qui changeaient. Des choses très importantes, comme la robe de Katniss lors de son interview. Ah bah c'est mieux tout de suite. Waouh! Bravo! La mode, c'est politique. Ce moment où, en fait, on révèle que la robe... Alors, tu m'avais aussi spoilé plus tôt parce que tu avais dit... Oh là là. Ah, je me souviens plus, je crois que c'est des Mockingjay. Et en fait, c'était pas à ce moment-là. Mais du coup, en fait, là, elle arrive en robe de mariée pendant l'émission de Stanley Tucci. Et là, j'ai compris que ça allait être ça. Mais c'est vrai que le reveal fonctionne vachement bien. Pour le coup, c'est nouveau. Et ça marche aussi très bien parce que, même symboliquement, c'est un truc qu'on va redire tout à l'heure, mais le fait d'utiliser une robe de mariée pour symboliser, enfin, donner l'impression que toute cette histoire est une histoire d'amour, alors qu'en fait, c'est une histoire de rébellion. Rien qu'avec ce moment, ça retranscrit aussi tout le propos du film, qui a utilisé un triangle amoureux pour faire un peu venir un public jeune adulte, dire regardez c'est comme Twilight, mais en fait le triangle amoureux n'est pas vraiment au centre du récit et n'est pas vraiment amoureux. Et n'est pas vraiment amoureux, et c'est vrai que cette robe elle résume très bien tout ça et c'est assez badass. Oh, t'es trop intelligente toi. Non, et puis surtout à l'époque où je pense que c'était vraiment novateur d'avoir une saga entièrement centrée sur un personnage féminin aussi fort et froid que Katniss, la voir avoir ce moment où en fait la robe de mariée est totalement évaporée pour raconter quelque chose de beaucoup plus sombre et de beaucoup plus rebelle, c'est vraiment cool. Et je trouve en général dans le film que justement il évite cet écueil de la répétition et on comprend... Enfin, disons que la raison pour laquelle il y a des nouveaux jeux, ça fait pas énormément de sens, mais il n'y a pas de sentiment de répétition ou de lassitude quand on regarde le film. Au contraire, c'est ce que tu dis au début, hein, il est encore plus fun et plus intéressant que le premier. Mais ça a été ton impression aussi au niveau de la répétition ? Ouais, en fait, il approfondit les thèmes que le premier cherchait à développer, mais développait vraiment pas, qui sont effectivement la rébellion, la question aussi de l'addiction un peu au divertissement de tout ce peuple. Et il approfondit les personnages et on est dans un cadre différent pendant les jeux. Donc en plus, il y a des nouveaux obstacles qui vont être créés pour les personnages. Mais pour moi, ce qui marche le mieux, c'est qu'on a toute une galerie de personnages en dehors de Katniss et Epita et que donc c'est moins claustro. Ils élargissent vraiment l'univers du film et de la saga et c'est exactement ce qu'on veut dans numéro 2. Et ce qui est assez appréciable aussi, c'est que comme on a un attachement émotionnel à certains personnages, leur sort nous importe un peu plus que dans le premier.
Et là, il y a le personnage de Sina qu'on a vu quand même beaucoup dans le premier, qui est joué par Lenny Kravitz, qu'on revoit ici, qui est un personnage très sympathique, dont on sent l'esprit rebelle, surtout au sein du Capitole, parce qu'il s'habille en noir. Mais du coup, Sina est kidnappée et tabassée sous les yeux de Katniss alors qu'elle s'apprête à monter dans l'arène, et on comprend que c'est non seulement la rétribution pour la robe de Mockingjay, mais que c'est aussi une façon de déstabiliser Katniss au moment où elle s'apprête à rentrer dans l'arène, quoi. Et ce moment, il est bien plus fort que tous les moments du premier, sauf peut-être la mort de Rue. Oui. La violence est vraiment, marche très bien à ce moment-là, quoi. Ouais. Hung. Oh, c'est horrible. Mais comme tu le disais, moi, ce que j'adore dans ce film, c'est tous les nouveaux personnages. Oui. Il y a vraiment une super galerie et ils ont été très bien castés, je trouve. Déjà, il y a un nouveau maître des jeux qui est Plutarque, et c'était un peu l'événement quand le film est sorti. Il était joué par Philip Seymour Hoffman. Il se trouve que c'est l'un de ses derniers rôles, voire le dernier rôle où il était en vie quand le film est sorti. C'est trop triste de les voir tous les deux ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts? Bah oui. Ah oui. Après, il y a plein de films comme ça que tu peux voir avec des gens morts. Oui, mais eux, on a connu leur mort, tu vois. Oui, parce que là, il partage la réplique avec Donald Sutherland, qui est décédé récemment aussi. Donc, c'est vrai que ça fait quelque chose. Et ouais, il est tellement bien dans ce rôle. Mais en fait, Philip Seymour Hoffman illumine tous les films dans lesquels il est. C'est comme le Mission Impossible dans lequel il est. C'est pas le meilleur de la saga, mais on s'en souvient parce que c'est un des meilleurs méchants de Mission Impossible. Et là, déjà, dans son costume, c'est un peu comme Sina. Il est beaucoup plus sobre que les autres. Donc, ça le démarque tout de suite. Et puis, il a une telle profondeur dans son jeu que même en étant un personnage secondaire, on a tout de suite envie d'en savoir plus. Et on comprend aussi tout de suite qu'il n'est pas juste là pour être un maître des jeux classique. Enfin, moi, assez vite, j'ai compris aussi. Ouais. Je m'en souvenais parce que j'avais déjà vu les films, mais il me semblait bien qu'il était là pour un rôle plus important que juste être le maître des jeux, quoi. C'est marrant parce que dans certaines critiques du film, quand le film est sorti, il y en avait qui regrettaient que Philip Seymour Hoffman, son jeu n'était pas assez poussé ou investi dedans. Mais je pense qu'en fait, c'est un film avec justement tellement d'emphase sur certaines choses. Et lui, il a un jeu qui est tellement subtil qu'il y a peut-être ce contraste à ce moment-là. Et moi, j'ai pas du tout cette impression quand je le vois jouer plus tard. Je trouve que peut-être que c'était juste une façon de gagner un peu de l'argent. Enfin, oui, moi, je le sens pas désinvesti du tout. Pas du tout. Au contraire, pour moi, le contraste, il est voulu dans le sens où Effie ou Stanley Tucci, par exemple, dans ce film, sont hyper extravagants, mais parce qu'ils représentent aussi Panem et un peu toutes les dérives et la vulgarité. Camp, ouais, voilà, la vulgarité de ce régime, alors que lui, justement, en voyant quelqu'un de beaucoup plus subtil, que ce soit par ses costumes ou par sa performance, on nous dit, sans encore nous dire, qu'il va être du côté des gentils parce que, justement, il n'est pas en phase avec Panem et ce que Panem représente. Oui, c'est ça. Au début, tu peux le ressentir comme quelque chose de menaçant. Donc, moi, je trouve que ça fonctionne très bien. Mais oui, tu te souvenais, ou en tout cas, je sais pas si tu te souvenais, mais je pense que tu te souvenais un peu, qu'il n'était pas si méchant que ça. Je le voyais avoir des conversations sur la Révolution dans un bunker avec Katniss. Donc, je me disais que... ça, c'est un des trucs qui m'a le plus marqué. Il va être gentil. Ils vont révolutionner ensemble. Tu te souvenais de ça, mais c'était pas toujours très clair non plus. Mais est-ce que là, il est en train de stratégiser pour la Révolution ou pas? Il est toujours en train de stratégiser pour la Révolution, Anaïs. Là aussi, ce jour-là, j'étais venue avec un bagage assez lourd en vocabulaire. Passons aux concurrents de Katniss et Peeta. C'était notre principale critique sur le premier volet. C'est que les autres candidats au jeu ne sont pas très développés. Du coup, quand ils meurent, on s'en fout un peu. Oui. Là, ça reste un petit défaut. Non, mais c'est mieux quand même. Mais oui, mieux. C'est-à-dire que là, on a un catalogue de personnages parce que c'est un All-Stars. Donc, déjà, à travers Haymitch, on les découvre parce que Haymitch lui-même fait partie de ce groupe d'anciens candidats qui, du coup, sont mobilisés tous les ans. Ils doivent retourner à Panem pour les Hunger Games pour servir de mentor aux nouveaux candidats de leur district. Et faire la pub un peu de tout ce système horrible. Je pense que eux, ils le voient comme protéger un peu ceux qui vont à la mort et les aider le plus possible, quoi. Mais du coup,
Ça fait des années que Haymitch est dans ce système et qu'il connaît ses anciens candidats, pour certains très âgés, pour d'autres bien plus jeunes. Et il nous fait un peu une présentation, ça fonctionne très bien, des nouveaux profils. Il y en a une qui présente pas, mais qui se présente très bien toute seule. Moi, c'est ma préférée, c'est Joanna Mason, qui est jouée par Jenna Malone. Jenna Malone, notamment nous, on a vu dans Orgueil et Préjugés, c'était elle qui jouait Lydia dedans. Si vous cherchez tous les films dans lesquels elle joue le rôle de la folle. Exactement. Dans Orgueil et Préjugés, c'est une excellente Lydia. Elle est dans The Neon Demon, elle joue une folle aussi. Ouais, enfin, juste des personnalités un peu border et un peu menaçantes. Oui, c'est son truc, quoi. Ouais. Et moi, je l'adore dans ce rôle, dans The Hunger Games, parce que justement, elle est un peu starbée, elle en peut plus de ce système, et du coup, c'est celle qui va être le moins diplomate et être le plus ouvertement contre tout ce qui se passe, de façon assez dingue. Et la première rencontre qu'on fait d'elle, elle est en train de se déshabiller et de se mettre à poil devant Pita et Mitch. Dans un ascenseur. So what do you think? Now that the whole world wants to sleep with you. I don't think that the whole I wasn't world... talking to you. Okay. You want zip? Yeah. Thanks. Let's do it again sometime. Thank you. Joanna Mason, District 7. C'est une scène qui est assez comique, qui est une très bonne introduction de personnage, mais qui en plus, dans la manière dont elle est cadrée et montée, est très très drôle. Enfin, moi, c'est une des scènes qui m'a le plus marqué de ce film. Oui, et puis c'est là qu'on voit que Katniss pète un coup, quoi. Enfin, c'est fun ce qui est en train de se passer sous tes yeux. Oui, c'est ça qui est génial avec ce personnage de Joanna, c'est que elle est aussi enragée que Katniss et déterminée à se battre contre le régime, et elle en veut beaucoup au régime, mais elle a aussi un sens de l'humour beaucoup plus développé, et ça se voit que justement, elle est peut-être gagnante depuis plus longtemps et que elle a aussi compris comment s'intégrer au système tout en gardant sa rage, alors que Katniss, Katniss reste très froide et très coincée dans beaucoup de moments, quoi. Ah oui, je l'avais oublié celle-là. Elle est géniale. De toute façon, elle n'a jamais été capable de jouer une personne saine d'esprit dans toute l'histoire du cinéma. Un deuxième personnage marquant, c'est Finnick, qui est joué par Sam Claflin. Comment tu le décrirais ? Il a une mâchoire extrêmement bien taillée. Ouais, c'est un peu le truc caractéristique de Sam Claflin, et il le sait. Le truc, c'est que moi, je le voyais comme un personnage assez menaçant au début, et je pense que le film veut qu'on le voit comme ça. Mais tu m'as tout de suite dit, non, il est sympa dans ce film. Ah merde. Donc, voilà. Comme vous allez l'entendre, le suspense a été assez vite éliminé. Mais non, là, attends, cet extrait, c'est toi qui me dis il est gentil, en fait. Ah bon ? La preuve par l'audio. Ah, parce que j'ai peut-être pas fait l'extrait où tu dis, non, tu verras, il est sympa. Oh, il est gentil. Don't trust 1 and 2. I'll take this side, you hold them off. I'll go find Peter. Enfin, j'ai une preuve audio. Tu n'avais pas été si spoilé que ça. Si, mais en fait, c'est parce que j'ai pas mis l'extrait où tu me dis ça au début. Mais, oui, mais d'accord. Mais... J'ai dit, lui, je l'aime pas, et tu m'as dit, non, il est sympa dans ce film. Ok, bon, mais en gros, t'as quand même été surprise qu'il soit gentil au moment où il était gentil. J'étais touchée qu'il soit gentil. Mais oui, clairement, son personnage est super. Enfin, je pense que c'est un des points d'ancrage émotionnel du film, parce que on a moins la préoccupation qu'on va avoir autour de Peeta et Katniss. Donc lui, il est juste là pour nous rassurer et nous dire qu'il va être leur allié et aider à plein de choses logistiques au cours du film. Et pour le coup, Sam Claflin, que j'ai vu dans d'autres films depuis, il était dans le film adapté Me Before You avec Emilia Clarke. Dans Hunger Games, je trouve que ça fonctionne très bien. Il est très bon pour ce personnage, qui est un peu un playboy, très charmant et tout ça. Il n'a pas une gamme d'acteurs très, très développée. C'est-à-dire que quand tu le vois dans d'autres films, il a tout le temps la même tête, quoi. En fait, il n'a pas, en termes dramatiques, il peut pas aller très loin. Et là, on le voit dans les moments où il est en train de parler à la meuf de ses rêves. Oui. Il lui envoie des messages en disant « tu me manques », tout ça. C'est pas le moment où il est le plus fort, quoi. Non. Mais comme beau gosse, mystérieux, malicieux et généreux, il fonctionne très, très bien. Après, le moment où il s'adresse à la meuf de ses rêves, entre guillemets, c'est censé être un double moment où en même temps il surjoue le côté un peu playboy, justement, parce qu'en fait, c'est peut-être pas hyper bien expliqué dans le film, mais dans le livre, Finnick, en fait, depuis des années, il est entretenu par des femmes du Capitole. Donc il a de nombreuses maîtresses dans le Capitole, et c'est comme ça qu'il a fait un peu fortune. Et c'est pour ça qu'au début, elle est très méfiante aussi, Katniss, parce qu'elle a l'impression que lui, il est complètement vendu au système. Et en fait, le double sens, c'est que on découvre dans le film à un moment que non, celle qu'il aime, elle est ailleurs. Et que c'est pas quelqu'un du Capitole, mais en fait la façon dont il joue à ce moment-là, c'est aussi pour dire à toutes les femmes qui le regardent et qui peuvent le sponsoriser, elles se sentent toutes visées, donc il surjoue un peu ce côté-là aussi. I understand that you have a message for somebody out there, a special somebody.
My love, you have my heart for all eternity. And if I die in that arena, my last thought will be of your lips. Oui, donc en fait, sa meuf, elle est dans la rébellion. Il l'explique dans le film à un moment. Okay. Mais en gros... Ah non, elle est folle, elle est devenue folle. Voilà, Mags, dont on va parler juste maintenant. Donc Mags, qui, elle, est jouée par Lynn Cohen, qui jouait Magda dans Sex and the City. La femme de ménage de Miranda, gouvernante qui cache son vibro. Exactement. Là, elle joue une femme âgée qui est muette, qui est une ancienne gagnante des jeux et qui s'est portée volontaire pour protéger, justement, je crois que c'est Jenny, pour protéger l'autre femme qui aurait pu y aller et qui est en fait l'amoureuse de, je sais pas comment dire, la compagne... La meuf de Finnick. La meuf de Finnick, voilà. Non, mais c'est plus que ça, c'est le grand amour. Et elle est devenue un peu folle, elle a un syndrome post-traumatique assez poussé, si mes souvenirs sont bons, et du coup, c'est aussi ça, quoi. Et donc, Magda, Mags... qui très drôle de voir la Magda de Sex and the City se retrouver dans Hunger Games, quoi. C'est ça. Et faut dire que elle sert un peu à rien. C'est un peu un poids. Non, oui, elle est très âgée, donc clairement on se dit un peu que ça va être une proie facile dans le jeu. Et Finnick, c'est aussi ça qui le rend sympathique tout de suite, c'est que il veut vraiment pas la laisser tomber et qu'il peut même se mettre en danger pour la protéger. Il la porte sur son dos, etc. Et elle s'est sacrifiée pour venir à ces jeux, ce qui est hyper beau parce que effectivement, comme elle est déjà âgée, elle se dit autant que ce soit moi aussi qui aille faire les Hunger Games, puisque quasiment tout le monde va devoir mourir, autant que ce soit moi. C'est ça, c'est une présence un peu maternelle dans le jeu. Mais Magda, c'est un sac à dos. Ouais, c'est clair. Magda, elle sert littéralement à rien. C'est le sac à dos de Finnick. Donc si elle s'allie à Magda, elle est obligée de s'allier à Finnick. Bon, comme tu te méfies de tout le monde, tu te méfies quand même un petit peu de j'allais dire Magda, mais de Mags au début. En plus, elle a le même prénom, quoi. C'est clair. J'espère que en fait, la vieille, ça va pas être une énorme connasse. T'imagines ? Ce serait trop bien en même temps, mais... Enfin, tu sais, dès qu'ils arrivent dans l'arène, elle la défonce. Ouais, moi, je fais plus confiance à personne. Hein. On est post-Game of Thrones, là, ça y est. Hein. Je me dis, à tout moment, elle peut les tuer dans leur sommeil. T'as bien raison. Il y a aussi 2 intellos qui sont clairement sur le spectre. Hein. C'est comme ça qu'ils sont joués. Non, mais c'est vrai. Oui, moi, je me suis juste dit qu'ils étaient intelligents, mais je sais pas ce que ça dit de moi. Non, mais dans la façon dont ils sont écrits, clairement, ils sont codifiés comme les personnes sur le spectre autistique peuvent être codifiées à Hollywood, en tout cas. Et ils sont joués par Jeffrey Wright, qu'on a retrouvé après dans... Comment ça s'appelait ce truc avec les chevaux ? Westworld. Voilà. Le truc avec les chevaux. Ben oui, c'est un Bitch. Avec les robots surtout. Oui, mais il y a des chevaux aussi. Oui, c'est un robot western, quoi. Oui, c'est un western. Ouais. Ça se voit que t'as regardé que la première saison, parce qu'après ça part loin, c'est plus un western. Ah, c'est vrai. Ouais. C'est pour ça que c'était moins bien. Qui c'est qui spoil qui, là? Et il y a Amanda Plummer qui joue le deuxième personnage. Je connais son prénom, mais... Voilà, on s'en fiche un peu. Voilà. Je les ai beaucoup aimés, moi j'aime bien les intellos. Bah oui, ils sont sympas les intellos. T'as eu l'air surtout de beaucoup aimer La Reine des Jeux. Waouh, oh, c'est comme Koh-Lanta, ils vont devoir démarrer dans l'eau. Trop bien. J'adore. Oh, yes. J'étais vraiment survoltée, quoi. Je sais pas ce qui t'a pris. Mais oui, mais je pense que ça, c'est un point de différence crucial entre toi et moi. C'est que déjà, je suis beaucoup plus télé-réalité et j'ai vachement regardé Koh-Lanta. Et donc là, tout de suite, j'ai retrouvé des codes qui me plaisent. Et je pense que clairement, eux, ils ont été inspirés par Survivor aussi, qui était l'inspiration de Koh-Lanta. Et je suis beaucoup plus soleil que toi. Toi, t'es plus pluie, forêt. Et moi, j'aime la plage et le soleil. Et donc là, j'étais très contente de les voir dans un environnement qui me parlait plus. Oui, moi, j'avoue, mes paysages préférés, c'est vraiment l'Écosse. Ouais. Le nord-ouest américain, des trucs où il pleut, quoi. Ouais. J'aime le vert. Toi, tu aimes le beige. J'aime les déserts. Ouais. Je trouve ça beau. Oui, moi, je trouve ça sec. Non, n'empêche pas. C'est vrai. Mais une fois qu'ils sont dans l'arène, malgré toutes les qualités du film et tous les efforts qui ont été mis dans le développement des personnages et tout ça, il y a quand même un des gros défauts du premier qu'on retrouve ici, qui est que, en fait, on est dans les Hunger Games. C'est censé aussi être un dilemme moral. C'est-à-dire que on combat pour sa survie au prix de la vie d'autres personnes. Et là, le dilemme moral, il est d'autant plus énorme que c'est des gens qui sont très sympathiques, qui sont des amis de Haymitch et qui s'aiment les uns les autres en plus, parce qu'il y en a qui sont là-dedans depuis des années et tout ça. Et qui sont extrêmement intelligents, enfin en tout cas plus rodés, puisqu'ils ont tous déjà fait les jeux. Donc on imagine qu'en termes de stratégie, on va aussi élever le niveau par rapport au premier jeu. Et donc on pourrait imaginer que tout le plaisir un peu sadique du spectateur va être de regarder comment ces gens-là vont s'entretuer, redoubler d'ingéniosité pour être plus malins que les autres et en même temps être confrontés au fait qu'ils ont de l'affection pour les gens qu'ils doivent tuer. Et en fait, tout ça n'arrive pas parce que le jeu les bute à la place des candidats. C'est ça.
Le jeu n'est pas très patient. Magda, elle est trop contente. Ouais, il y a quelqu'un qui est mort. Comme par hasard, aucun qu'on connaissait. Hein. Ah ouais. Ça, je sais pas, enfin, ils sont nuls quand même. C'est mal écrit, ça. Ouais. Bah, ils auraient pu tuer un de ceux qui ont été introduits au début. Bah, genre... attends, ils en ont tué 2, mais tu les oublies. Non, à chaque au fois. début, genre dans la première séquence, on n'en a pas introduit 24, on en a introduit certains, mais genre dans la séquence d'ouverture, ils tuent quelqu'un qu'on connaît. Ah, mais non, bah oui. Et là, non. ils annoncent les premiers morts comme dans le premier jeu. Et là, tu te dis, ils défilent tous, tu pourrais apprendre qu'il y en a un auquel on s'était déjà un peu attaché qui est mort, que ça crée un premier petit choc, tu vois. Oui, d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Bah non. Voilà. Non, je pensais que t'avais oublié parce que pendant le film, tu as... Non, bah là, je peux pas l'oublier, c'est écrit sur le document que j'ai sous les yeux. Oui, donc, c'est vrai. Sinon, oui, je l'aurais oublié. Oui. Pendant le film, il y a Magda déjà, qui meurt, elle se sacrifie. Et il y a aussi le personnage joué par Amanda Plummer, donc l'intello, qui meurt. Mais ce qui était très drôle, c'est que tu l'as vu mourir sous tes yeux, tu as une réaction à sa mort. Et genre, 4 minutes plus tard, tu avais déjà oublié qu'elle était morte. Je ne peux pas parler normalement au lieu de chanter des comptines. Oh ah bah voilà, t'as eu ce que tu voulais. Oh non, pas TikTok. Bah si, tu veux. Ah bon? Ça va, quand on a été attaqué par la meuf. Ah oui, c'est vrai. C'est allé trop vite. Waouh, c'était il y a 3 minutes. C'est vrai que je me demandais où elle était. En plus, ça a eu une réaction très forte. Quand même, mais du coup, c'est bien parce que j'ai été attristée par sa mort 2 fois. Donc au final, ça fonctionne très bien. Comme quoi, ils n'avaient pas besoin d'en tuer plus. Ouais, voilà, c'est ça. Mais non, mais le plus gros problème, c'est que effectivement, ce qui marche bien dans sa mort, enfin plus ou moins bien, c'est qu'elle est tuée par quelqu'un. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de morts dans cette séquence, encore une fois, qui sont provoquées par le maître des jeux, avec des singes mutants, avec un champ électromagnétique. Et il y a tout un plot twist autour de ça qui est plutôt bien fait. Du coup, ça enlève encore ce choix très difficile qu'il devrait normalement faire, qui est de tuer les autres candidats, quoi. En gros, le plot twist, c'est que le jeu dans lequel on les a mis cette fois-ci fonctionne comme une horloge avec 12 cadrans et qu'en fait, chaque cadran correspond à une manière différente de les tuer. Et ils vont passer un peu tout le film à découvrir ça. Oui, c'est ça. Le dernier tiers. Oui. Ça, c'est pas mal, c'est bien foutu, oui, c'est pas mal. Mais c'est pas aussi bien que si c'était entretué. Voilà. Mais ils auraient pu faire les deux, il y en a 24. Enfin, ouais, ça, c'est un petit défaut d'écriture. En parlant de petits défauts d'écriture, le gros problème de ce film qu'on a noté à plusieurs reprises en le regardant, c'est une certaine incohérence, un certain manque de logique, parfois, sur certaines décisions. Ce qui peut arriver au cinéma. À commencer par l'élément motivateur du récit, qui est les menaces du président Snow envers Katniss et ses tentatives de la contrôler. Bon, parce que le président Snow, il n'est pas content que Katniss ait réussi à déjouer le système à la fin des précédents jeux, et il vient chez elle pour la menacer. I want us to be friends. But if not friends, then allies. What do I need to do? When you and Peter are on tour, you need to smile. You need to be grateful. But above all, you need to be madly prepared to end it all in love. You think you can manage that? Yes. Yes, what? I'll convince them. No. Convince me. Parce qu'en fait, sa rébellion à Katniss dans les jeux, qui était une rébellion pour survivre, mais ça a été interprété comme un doigt d'honneur au régime. Et donc, ça a motivé des révoltes dans plusieurs districts. Donc, lui, pour calmer tout ça, il va voir Katniss et il lui dit « Il va falloir que tu fasses croire vraiment très très bien pendant ta tournée des Victorieux en ton histoire d'amour avec Pita. Moi, je sais que c'est du pipeau, mais il va falloir que tu le vendes bien, quoi. » Bon, déjà, il s'incruste chez elle de façon un peu surprenante. Oh. T'imagines, tu rentres chez toi, t'as Emmanuel Macron dans le salon. Putain, flemme. Non, merci. C'est ça. Mais... Je me porte volontaire comme pas tribute. C'est ça, exactement. Mais surtout, en fait, bon, visiblement, le jeu d'actrice de Katniss ne va pas suffire. On se demande pourquoi, parce que franchement, elle n'est pas très très bonne. Du coup, le président Snow, un peu sous l'influence de Plutarque, donc c'est au final, quand on connaît le twist à la fin, qui est que Plutarque est un des leaders de la résistance, on se dit, ah, c'était peut-être pour ça, mais bon, le président Snow est censé être un peu plus malin que ça quand même. Plutarque lui vend un peu l'idée de refaire des jeux, donc avec le best-of de tous les gagnants,
pour enlever toute forme d'espoir. Mais en fait, ça, pendant tout le film, on s'est un peu demandé pourquoi, quoi. On sait que c'est à double tranchant et que ce qui va se produire, c'est l'autre tranchant oui, c'est ça. De cette option qui est de créer une rébellion encore plus forte parce que les gens étaient déjà sur les nerfs et que là, ils ne comprennent pas du tout cette décision de créer des jeux et de tuer les anciens vainqueurs. Et donc, la rébellion ne va faire que s'accroître. Et les anciens vainqueurs eux-mêmes sont en rébellion. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des moments dans les débuts du film où ils parlent à la télé et où ils sont tous en mode c'est quoi ces conneries, quoi. Et donc, il y a même le public qui se rebelle, quoi. En fait, je comprends la volonté sans doute d'éliminer Peeta et Katniss puisqu'ils ne jouent pas le jeu à 100% de la tournée et de la propagande. Mais on imagine que dans un régime aussi puissant, il pourrait avoir de meilleures manières de les éliminer, c'est-à-dire pas en les fusillant sur la place publique. Les empoisonner de façon... Voilà, c'est ça, dire qu'il y a eu un accident. Enfin, il y a plein de régimes qui arrivent très bien à le faire. À l'heure actuelle. Voilà, et clairement, dire que organiser ces jeux-là qui vont créer un mouvement de contestation encore plus fort juste pour éliminer ces deux éléments un peu réticents, c'est peut-être pas la meilleure idée. Disons que c'est un outil scénaristique un tout petit peu lourd pour faire ça. Et même le truc de... il va falloir que vous vendiez votre histoire d'amour. T'es là, même s'ils la vendent très très bien, en quoi ça change le truc, quoi. Enfin, je vois pas en quoi ça change. Oui, c'est clair. Ils mourront, enfin, ce sera des martyrs à la fin puisqu'ils mourront tous les deux alors qu'ils étaient super amoureux et ça peut créer une rébellion similaire à ce que la mort de Rue avait créé, c'est-à-dire des personnages auxquels on s'attache tellement que leur mort paraît inacceptable. Oui, et puis même s'ils arrivent à faire acheter à tout le monde qui sont très amoureux et que c'est pour ça qu'ils ont fait ça à la fin, ça enlève rien au niveau de cruauté des jeux et au fait que les gens ont envie de se rebeller. Ça aussi, c'est un peu un outil scénaristique pour forcer Peeta et Katniss à être ensemble, quoi. Enfin, c'est typique, c'est comme quand, dans Crazy Ex-Girlfriend, ils en parlent, c'est comme quand deux personnages qui ont une tension sexuelle se retrouvent bloqués dans un ascenseur. Là, ils se retrouvent bloqués dans une relation parce qu'un régime autoritaire les force. C'est clair. Mais je comprends pas pourquoi, on met tellement la pression sur Katniss et tout pour pas engager de rébellion, mais ils sont tous à la télé en train de dire genre on déteste le Capitole de nous faire ça, quoi. Bah oui. Il y a quand même vraiment des gros problèmes de logique dans cette histoire. D'autant plus que Peeta va avoir un coup de génie qui est de faire semblant que Katniss est enceinte de lui. We want our love to be eternal. Cool. You know, Katniss and I, we've been luckier than most. I wouldn't have any regrets at all if it weren't. If it weren't for what? What? If it weren't for the baby. All right, this is news. Let's find out more. Et donc là, forcément, on se dit, ils peuvent pas la tuer. La population va pas accepter que cet amour naissant qui, en plus, attend un enfant, soit brisé par les jeux, quoi. Bah ouais. Il est trop fort, Peeta. If it weren't for the baby. All right. Oh putain, il est génial. Il est très très fort. Je suis désolée, mais ce mec, iconique. Putain, mais oui. Non mais là, c'est un master move, là. Là, personne va vouloir la tuer. Et oui, car Anaïs est toujours folle de Peeta. C'est mon short king. Je le kiffe. C'est clairement mon personnage préféré. Il est intelligent, il est gentil, il est mignon, il est généreux, il est super. Almost thought that kiss was real. Oh. Justice pour Peeta. Regarde avec ses petites boots là. Oh. Il est vraiment trop petit. Avec ses petites chaussures. Mais si, moi j'ai besoin de toi, Peeta. Et justice pour les short kings, bordel. On peut être très attirant tout en étant un homme petit. T'en avais marre en tout cas que Peeta se fasse bolosser par Katniss un peu, parce que c'est vrai que elle sait pas trop ce qu'elle veut et lui il est amoureux et elle fait semblant d'être amoureuse pour pouvoir pas se faire tuer, ce qui est légitime. Mais toi, c'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'elle fait semblant, mais on sent qu'elle a aussi quand même une affection pour lui et que donc elle veut un peu avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'elle est très heureuse en vrai d'avoir Peeta qui est totalement à ses pieds, qui l'aime, qui est gentil, etc. Et parfois elle lui fait des petits bisous et on sent que c'est sincère parce qu'elle a vraiment une affection pour lui. Mais en même temps, elle n'est pas aussi investie dans cette relation que lui aimerait qu'elle le soit. Et donc, c'est vraiment cruel parce que c'est pas non plus, écoute, je joue un jeu à 100%, mais on est juste amis. Mais voilà, sache qu'il y a zéro attirance. C'est beaucoup plus trouble que ça. Et donc, elle lui donne constamment des faux espoirs. Et je pense que j'étais un peu hormonale au moment où on a regardé ce film toutes les deux et ça m'a vraiment énervée. Non, mais elle aussi, il faut qu'elle décide ce qu'elle veut dans la vie. Hein, parce que c'est juste pas sympa de lui faire ça, quoi. You're dead.
Ok, c'est pas ce qu'elle veut. Ouais, mais putain, elle me rappelle vraiment tous les fuckboys de l'histoire, quoi. It's working now. Do you want to stand up? Yeah. Connasse. Non, mais franchement, c'est pas cool, quoi. Non, je l'aime vraiment pas, mais je vais lui faire des bisous tout le temps. Mais elle aime bien, elle tient à lui, elle a juste pas... elle tient à lui, mais elle veut qu'elle dorme dans son lit, elle lui fait des câlins la nuit, elle lui fait des bisous, et après, elle veut pas être avec lui. Anaïs, pas contente. Et en général, bon, t'avais pas beaucoup d'affection pour Katniss dans ce film. Bah allez, bois, bouffonne. J'aimerais t'y voir. Il fait chaud et tout ça, t'as envie de te mettre un peu d'eau sur la tête, quand même. Non, mais de mieux en mieux, là. Mais genre, il y a Prime sur l'île. Elle est bête, celle-là. Jennifer Lawrence a décidé de jouer le corbeau dans cette scène. C'est ça. En parlant de Jennifer Lawrence, ce film est sorti en plein pic de la Jennifer Lawrence mania. C'était une époque, nous, on travaillait chez BuzzFeed à l'époque, il n'y avait pas un jour sans qu'il y ait un post sur c'est clair. Jennifer Lawrence, la personne la plus cool du monde, a mangé une pizza ou a bu de la bière dans sa vie ou est tombée. A fait une blague dans un late show sur le fait qu'une fois elle avait roté et on a trouvé ça révolutionnaire. Exactement, et elle a un corps normal, entre guillemets. C'est ça, elle était ronde. Ouais. Elle faisait du 36,5. C'était vraiment révolutionnaire à l'époque de voir ça à l'écran. Et c'est triste, mais c'est vrai en plus. Enfin, c'est ça qui est ouf, c'est que ça nous ramène à une époque compliquée quand même en termes de représentation féminine. Mais ouais, ce qui est intéressant, c'est que dès le premier film, les revoir, là, ces deux films, maintenant, rétrospectivement, ils peuvent être lus en parallèle comme un discours sur la carrière elle-même de Jennifer Lawrence, qui a eu un succès fulgurant et limite un peu réticent pour elle, parce que ça s'est produit très très vite et que son côté réticent dans les interviews l'a rendue encore plus charmante. C'est ce qui arrive à Katniss aussi. Elle a plein de sarcasme, elle a pas envie d'être là, et en fait, c'est ça qui fait aussi que le public va vachement adhérer à elle, mais c'est aussi ça qui fait qu'on peut s'en détourner très très vite si elle veut pas jouer le jeu. Et Jennifer Lawrence a atteint une popularité vraiment fulgurante dans ces années-là. Lorsque le deuxième film Hunger Games est sorti, elle venait de gagner l'Oscar pour Silver Linings Playbook. Moi, j'avoue qu'à ce moment-là, j'en avais déjà marre parce qu'elle était effectivement partout, parce qu'elle avait trébuché en montant sur scène et que limite on se disait qu'elle faisait exprès d'être si maladroite, tout ça. Alors que clairement, aujourd'hui, on se rend compte rétrospectivement qu'elle est comme ça et qu'elle est très attachante encore dans ses interviews aujourd'hui, que c'est quelqu'un qui a un énorme sens de l'humour, une grosse personnalité, mais c'était tellement frais à l'époque que on en a fait des caisses autour d'elle, qu'elle n'avait pas demandé à avoir ce statut du jour au lendemain, et c'est un peu ce qui arrive à Katniss aussi, et c'est très marrant de voir le parallèle entre Katniss et Jennifer Lawrence. Ouais, carrément. Non, mais ce qui est intéressant, enfin, Jennifer Lawrence à l'époque, c'était aussi une époque sur Internet où tout était transformé en mème, en gif, en post-BuzzFeed, on faisait partie de cette ère, mais c'était l'ère du pic BuzzFeed à ce moment-là. Ouais. Et du féminisme grand public, très réducteur aussi, Yes Queen. Et donc, effectivement, il suffisait qu'elle fasse n'importe quoi pour qu'on dise c'est la nouvelle Queen. C'est ça. Et, une icône pour toutes les petites filles. Et il faut dire que c'est le genre de star un peu à la Julia Roberts qui arrive une par génération, ou comme Timothée Chalamet aujourd'hui, par exemple, ou comme Leonardo DiCaprio l'a été plus jeune, qui allie à la fois un talent qui est indéniable, avec un charisme qu'il est aussi, et qui en plus est conventionnellement très belle, quoi. C'est une bombe, Jennifer Lawrence. C'est son premier tapis rouge pour les Oscars pour Winter's Bone, qui a été le film qui l'a révélée. Et juste après, elle a eu son succès fulgurant. Elle est dans une robe rouge. Je me souviens que c'était un phénomène, quoi. Elle est magnifique. Et du coup, il y avait cette espèce d'assemblage de toutes ces qualités qui a fait que c'était le truc un peu parfait pour Internet à l'époque, et que, évidemment, quand quelque chose est porté au nu de façon excessive pendant des années, enfin des mois, voire des années, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Et il y a eu le backlash après autour de la cool girl, et Jennifer Lawrence, c'était l'incarnation de la cool girl. C'était la meuf qui avait que des frères et qui préférait boire des bières avec des mecs et roter plutôt que de se faire les ongles, mais qui en même temps était trop belle. Et elle a une personnalité en fait qui est pas du tout mystérieuse. Quoi, voilà, c'est une grande gueule. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on la voit par exemple dans Hot Ones, moi ça m'a fait plaisir de la revoir comme ça. Mais c'est vrai qu'on est un peu arrivé à saturation très vite avec elle. Et puis en plus, sa célébrité démesurée et aussi le sexe symbole qu'elle est devenue très vite a eu un pendant assez horrible
horrible puisqu'elle a été cyberharcelée. Enfin, il y a des photos d'elle nue qui ont leaké sur Internet. Et donc, elle a eu tout un moment après où elle a un peu disparu quand même des radars. Elle s'est concentrée sur de l'activisme politique. C'était après l'élection de Trump. Et sur sa vie privée où elle s'est mariée avec quelqu'un qui n'était pas si connu que ça. Elle a fait sa vie et maintenant elle revient. Du tout, Oui, et elle revient maintenant sur les écrans. Et d'ailleurs, elle a fait cette comédie un peu potache il y a quelques années où elle joue une femme plus âgée qui doit faire perdre sa virginité à un jeune mec. Et moi, j'avais trouvé ça hilarant quand je l'avais regardé et ça m'avait vraiment fait du bien de la retrouver. Mais c'est vrai qu'à l'époque de Silver Linings Playbook, j'en pouvais plus d'elle, quoi. Il y avait un peu une overdose, quoi. Au moment du deuxième film, je l'aimais toujours beaucoup. Je l'aime toujours beaucoup, mais c'est vrai que j'étais pas arrivée à saturation de... C'était plus de la tempête médiatique qui était autour d'elle que d'elle, en fait. Parce qu'elle est extrêmement sympathique et talentueuse, mais c'était tout le pataquès qu'on faisait les médias de chaque mot qui sortait de sa bouche. Ouais. Et elle s'est retrouvée dans une situation très compliquée que Kristen Stewart a aussi connue. C'est quand on devient l'héroïne et l'emblème d'une saga young adulte où on est censé être une héroïne pour des adolescentes, mais qu'en même temps, à côté de ça, on joue des rôles qui sont plus adultes et qu'on a nous-mêmes une vie qui est plus adulte. Ça crée parfois une dissonance auprès du public et c'est difficile à naviguer. Et Kristen Stewart a eu exactement les mêmes problèmes et il leur a fallu quelques années aussi pour s'installer en tant qu'actrice détachée de la saga young adulte qui les ont fait exploser aux yeux du grand public. Pour moi, justement, c'est différent parce que Hunger Games avait une image plus prestige à la base et Jennifer Lawrence a eu son Oscar au moment de Hunger Games. Donc, elle était associée à David O. Russell à ce moment-là. Il y avait quand même un truc... Twilight était vraiment ridiculisé. Hunger Games, beaucoup moins. Hunger Games, il a des très bonnes notes sur Rotten Tomatoes. C'est considéré comme une bonne saga, quoi. Et du coup, elle, en plus, était considérée comme une actrice prestige. Et même le reste du casting, quand tu regardes le reste du casting sur Twilight, c'est un peu rude quand même. Oui. Quand tu regardes le reste du casting sur Hunger Games, c'est du très très haut niveau, quoi. Donc, je pense qu'il y avait quand même une différence entre les deux. Oui, non, c'est sûr. Bon, quand même, Peeta et Katniss se font un bisou. T'as bien aimé ça? Ouais. Ça, c'est un bisou sincère. Oui. Oh, c'est mignon. Plutôt que l'autre nul, là. On peut dire qu'ils sont un peu dans une situationship. Oui, tout à fait. Même si ils deviennent officiels. Oui, c'est vrai. C'est encore pire. Ah ouais, ça y est. Ils sont officiels, ils sont exclusifs, quoi. Ouais, c'est comme le lendemain en 5e quand tu fais plus la bise, quoi. Ouais, c'est clair. Ça y est, tu peux changer ton statut Facebook en couple avec Katniss. Ouais, parce qu'ils refont un bisou à un autre moment quand ils se séparent. Et pendant ce temps, Gale, il sert toujours à rien. Ouais, c'est ça. Il se lave les mains parce qu'il est plein de suie. Le pauvre, quand même, c'est la loose. Je le préfère quand il est inconscient. Ouais, il sert vraiment à rien. Il va servir à quelque chose à un moment ou pas? Ouais, il va servir à quelque chose. Ok. Comment ça se finit, ces jeux-là? Je sais pas, je me souviens plus. T'es sérieuse? En fait, je me souviens qu'il détermine tout le truc de l'horloge et des cadrans, grâce notamment aux deux intellos. Moi, j'attendais pendant tout le film le moment où ils allaient hacker un truc, parce qu'on nous dit que par le passé, ils ont déjà hacké des trucs du jeu. C'est comme ça qu'ils avaient gagné leur jeu, ouais. Et donc, j'attendais un peu le hacking ex machina qui allait arriver. Et donc, ils comprennent que à une heure précise de la journée, tous les jours, il y a un gros arbre qui est foudroyé par l'éclair. Et donc, ils vont mettre au point une sorte de système pour faire disjoncter le jeu en absorbant toute l'énergie de l'éclair dans cet arbre avec des câbles, parce que c'est hyper pratique. On leur avait mis des câbles à disposition électriques qui vont enrouler partout dans la jungle, parce que chacun a son arme de prédilection. Katniss, c'est les arcs, et les intellos, c'est les câbles. C'est quand même super pratique. Et donc, ils enroulent l'arbre avec des câbles. Ils se préparent pour que l'éclair et la foudre fassent quelque chose, et ça va faire un truc giga big. Et après, je me souviens plus. Non, en fait, tout explose. C'est ce qui doit se passer. Enfin, ça doit faire disjoncter ou un truc comme ça. Et c'est pour, je crois que c'est pour électrocuter en fait les autres. Mais Katniss va prendre le câble, va tirer avec son arc vers le champ magnétique qui fait la bulle du jeu pour le détruire. Ouais, dans le ciel. Voilà. Et du coup, ça casse le faux ciel et le faux ciel s'effondre sur tout le monde. Il y a plein de blessés, c'est hyper critique. Mais
Plot twist, il y a les hélicoptères qui viennent à chaque fois récupérer les morts, viennent et récupèrent Katniss, et elle se réveille dans un vaisseau spatial / hélicoptère, où là, elle dit « Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est Péta ? Péta n'est pas là. » Philip Seymour Hoffman, lui, il est là, et il lui dit « En fait, on est dans la rébellion, t'es dans la rébellion, c'est la révolution, je vais t'emmener dans un district secret dans lequel il y a que des rebelles, et tu vas voir, ça va être génial. » Et c'est ça la fin. Oui, c'est ça. Et en fait, dans le vaisseau, il y a aussi Finnick qui a été ramassé aussi. Et il y a Haymitch. Ouais. Mais Peeta a été laissé derrière, donc il a été kidnappé par le Capitole avec Johanna. C'est important. Voilà. C'est important parce que Johanna et Peeta vont se rapprocher et Katniss, ça va être jalouse. C'est ça qui va se passer ? Non. Tout à fait. Non, c'est pas ça. Bah, tu verras. Moi, j'aime bien quand les triangles amoureux deviennent des carrés amoureux. Du coup, au niveau des souvenirs de ce qui suit, on en est où ? Bah, je sais qu'à un moment, ils sont dans un bunker, un autre. Je pense qu'il y a un moment où il y a Donald Sutherland qui est là dans le bunker aussi, mais peut-être pas. Ok. Et je sais qu'il y a beaucoup de poussière. Genre, c'est la révolution et du coup, le ciel est hyper rempli de cendres ou de poussière. T'as des images, quoi. Voilà, j'ai des images. Bah, moi, je suis quelqu'un de visuel. Est-ce qu'il va mourir, Liam ? J'espère. C'est vraiment drôle, t'as vraiment zéro mémoire, quoi. Et du coup, tu les as vus, ces films ? Oui. D'accord. C'est sûr que j'ai vu le premier de ces 2 films. Mais je sais pas pas si j'ai vu la conclusion. Je pense que oui, parce que quand même, je tenais à finir, tu vois. Mais en même temps, j'avais pas vu la fin de Harry Potter non plus. Donc, parfois, je suis un peu... Moi, j'étais passée à autre chose. Hein. J'étais devenue une adulte, donc j'avais plus le temps pour ces conneries. Oh. Bon, quand le premier est sorti, tu étais déjà une adulte. C'est vrai. C'était Amy. Merci Anaïs. Merci Marie. La semaine prochaine, on découvre le 3e volet de Hunger Games. La révolte partie 1. Et moi j'aime bien. Cool. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amy sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire où vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. N'hésitez pas à partager vos impressions sur notre compte Instagram Amy le podcast. On adore vous lire. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut! Amy est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, prise de son et réalisation, Aurélie Rodriguez. Ce film vous est présenté avec un minimum d'intérêt. J'ai lu maximum, j'ai envie de dire, putain, ils se foutent vraiment de notre gueule, quoi. Oui, mais en même temps, ils se foutent de notre gueule. Parce qu'un minimum d'interruption, c'est beaucoup d'interruptions. Déjà, on paye pour ce service. Déjà, pendant des années, on n'avait pas d'interruption. Non, c'est ça. Je paye pour ce service et je me cogne quand même 3 pages de publicité. Le minimum, c'est 0, en fait, si vous n'êtes pas au courant. Saw some turkeys on the way here. Wow. Ça, c'est du dialogue. J'ai croisé des dindes. How rude of them. Moi, franchement, je crois que j'abandonnerais. J'ai bien compris. Je passerai à chaque fois. Moi, je passerai du côté des méchants. Je dirais, donnez-moi un harem. Work like slaves, send their kids to the rich. Et du gâteau. Je ferais comme Haymitch, en fait. Genre, je deviendrais alcoolique pour noyer le fait que j'ai trahi tout mon pays et mes valeurs et je mangerais du gâteau. Oula. On passe en mode art plastique, là. C'est ça. Elle adore faire la révérence, c'est son mot. C'est clair. Marrant. Pas mal. Performance artistique. Il y a un message au moins. Oui. Everything will be different because it's a quarter quell. Putain, et devait tellement saouler les acteurs de devoir dire quarter quell. Toutes les scènes. Quarter quell. Les patates, planquez les patates, vite. Putain, t'as vu qu'apparemment les patates c'est cancérigène maintenant? Mais oui, je sais, on peut plus rien manger. Et les pâtes et les céréales, j'étais là, putain, c'est vraiment la base de mon alimentation, c'est les Nesquik et les pâtes, quoi. Si tu les prends bio, ça va. En fait, je pense vraiment que Andorre a ruiné mon appréciation de tout ça, c'est tellement plus fin. Sac à dos, sac à dos. Ok. Tu regardais pas Dora l'exploratrice? Ah non, je suis un peu trop âgée. T'as tout raté. Quoi? Non, n'importe quoi. Moi je regardais. Ah, mais en fait, moi je regardais avec mon frère en fait. C'est ça, genre. T'es pas de mon époque, mais genre je regardais quand il regardait. Shipper, arrête de shipper. Oh.